Sapou, qui vient de Belgique, et puis Madame Bazana. Et puis je remercie aussi Catherine Choquet qui a pris l'initiative avec les droits de l'homme. Ça fait longtemps que la municipalité souhaite entamer un débat sur la question, en tout cas des violences en République démocratique du Congo, spécifiquement aussi sur la question du Kivu. Donc je pense qu'aujourd'hui on va avoir des échanges sur cette question dans le cadre de la semaine de la paix. Je te remercie. Merci à Christine Mazel, adjointe au maire de ce mot d'accueil. Merci aussi à Dario Malem qui est élu. Dario Malem, chaque fois j'arrête. Dario Malem qui est élu également à Aubervilliers d'avoir soutenu l'initiative. Et ça fait effectivement, je crois que c'est le 3e ou 4e débat qu'on organise sur la situation en RDC. Les autres fois, nous avons organisé surtout des débats autour de films de Thierry Michel. Et par exemple, l'année dernière, nous avons présenté le film L'affaire Chebeya de Thierry Michel. Donc Floribert Chebeya était le responsable d'une organisation de défense des droits de l'homme qui a été assassiné par le pouvoir. Et son chauffeur, qui était M. Bazana, le mari de Mme Bazana, a été assassiné au même moment. Pour Floribert Chebeya, on a retrouvé le corps, puisque ces assassins ont essayé de faire croire qu'il était allé voir des dames de petite vertu et ils l'ont mis au fond d'une voiture. Mais le chauffeur, donc Madame Bazana, n'a jamais pu retrouver le corps de son mari. Donc Madame Bazana, maintenant, est réfugiée en France avec ses enfants et Annie Chebeya, la veuve de Floribert, est réfugiée au Canada, etc. Mais donc cette rencontre a lieu dans une quinzaine qui existe depuis une dizaine d'années maintenant en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Développons la culture de paix en Seine-Saint-Denis. C'est soutenu par le Conseil général de Seine-Saint-Denis et il y a près d'une cinquantaine d'associations du département qui s'impliquent dans l'organisation de rencontres autour de la paix. On essaie d'organiser des actions en direction des citoyens ou des jeunes pour essayer de faire de l'éducation à la citoyenneté et à la paix sur notre territoire. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises là pendant 15 jours. Ça a commencé lundi dernier, comme on attaque l'année du Vietnam en France. Ça a commencé avec une activité au Conseil général, un débat sur un petit peu, rappelant l'histoire et les accords de Paris de 73, et donc la fin de la guerre du Vietnam. Et donc, quand on a lancé tous les ans, on organise quelque chose à Aubervilliers, régulièrement avec la mairie d'Aubervilliers. Et donc, j'ai proposé cette année que ce soit sur la RDC, et pas uniquement autour d'un film, mais une rencontre avec un peu des témoins. Donc je remercie beaucoup mon ami Paul Sapou, que je connais depuis déjà un certain temps, je ne me souviens plus, 15-20 ans, quelque chose comme ça. Nous avons milité ensemble, lui il y est toujours, moi je n'ai plus de responsabilité à la Fédération internationale des droits de l'homme. Et je remercie beaucoup Mme Bazana de nous avoir rejoints et d'accepter de témoigner sur la situation. Alors, je voulais aussi dire une chose, c'est que c'est important d'expliquer la grave situation dans laquelle se trouvent les populations de RDC. Je crois que c'est aussi important d'expliquer que c'est une population qui se bat, et quand je dis qui se bat, pas forcément les armes à la main, mais qui se bat. Il y a beaucoup de pense parce que c'est un pays qui est immense, ça fait à peu près 5 fois la superficie de la France, au moins, qui a des richesses inestimables, mais qui sont pillées, vendues. Bref, c'est une situation totalement tragique. C'est un pays dans c'est constant. Bon, ça se développe aussi. Il ne faut pas non plus. Je préfère un tableau complètement sinistre. Il y a des choses qui avancent. Entre autres, par exemple, le développement de la conscience citoyenne et des associations. Mais c'est important, étant donné qu'on est dans une ville où il y a plus de 100 nationalités qui sont présentes dans les citoyens congolais. C'est important qu'on apprenne un petit peu l'histoire des uns des autres, qu'on apprenne à se connaître, à vivre ensemble et qu'on essaie de faire avancer ensemble
la cause de la paix et du mieux vivre ensemble. Donc, je vais passer la parole à Paul, monsieur le maire. Donc, je vais passer la parole à Paul qui va un peu présenter la situation générale en RDC, peut-être témoigner même sur des histoires personnelles qu'il a vécues, des témoignages de militants qu'on connaît de près, parce que les élus qui sont ici ont déjà rencontré, par exemple, Dismas Kitenge, qui est un responsable d'une association de droits de l'homme qui est à Kisangani, et qu'on a reçu ici il y a 2 ans, qui est revenu régulièrement, et qui est constamment menacé, encore récemment. Il y a eu des menaces. Sa femme, qui est médecin et a des responsabilités à l'hôpital de Kisangani, a été démise de ses fonctions, elle est menacée constamment. Et il y a à peu près 2 ans, sa maison a brûlé, et il était dedans avec son épouse et ses enfants. Donc c'est la 2e fois qu'on brûle sa maison et ils sont constamment menacés. Donc je les remercie beaucoup pour le courage dont ils font preuve. Et il y a d'autres gens dans la salle qui ont connu aussi des situations de ce type, et je tiens à les saluer et les remercier de tout ce qu'ils font. Merci Catherine. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci à vous de Saint-Denis, Aubervilliers, pour cette bonne et belle initiative qui nous réunit aujourd'hui autour d'un pays que Catherine a essayé de présenter, la République démocratique du Congo. C'est une initiative qu'il faut louer au niveau des décideurs que vous êtes, puisque vous êtes des élus. Et c'est une opportunité qui nous est offerte en tant que Congolais de faire passer le message. Et avec d'autres actions qui sont prévues au niveau le plus élevé, nous pensons enfin que les acteurs les plus importants qui sont aussi en contact avec le peuple français prendront des actions qui pourront aider à consolider la paix en République démocratique du Congo et faire figurer la RDC sur ce programme, sur la quinzaine des activités qui sont prévues. Pour nous, vraiment, cela mérite que nous puissions vous féliciter, puisque, au fait, au moment où Saint-Denis, le département ici, essaie de consolider la paix intercommunautaire, la paix est une denrée rare pour le peuple congolais, une denrée très rare pour un pays que Catherine a présenté 5 fois, la France, pour un pays qui pratiquement est endeuillé chaque jour. Peut-être avant que je n'aborde le thème sur les acteurs qui sont au front au niveau du peuple congolais, tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau des acteurs du mouvement de la société civile congolaise, j'aimerais peut-être rappeler que la République démocratique du Congo est un pays qui n'a pas connu la paix au sens vrai du mot depuis la traite négrière, en passant par la conférence de Berlin de 1885 qui a permis au roi belge Léopold II de gérer ce pays et d'amasser une fortune aujourd'hui évaluée à près d'1 milliard de dollars américains, et cela pendant 23 ans avant de céder ce pays à la Belgique en 1908 avec comme idée d'y installer une colonie d'exploitation qui nous a menés jusqu'à
jusqu'aux années de l'indépendance 1960, mais qui malheureusement, cette période n'a pas été une période qui pouvait porter bonheur au peuple congolais, puisqu'il y a eu tout ce qu'on a déploré dans le temps, les néocolonialismes, si vous voulez, la dictature de Mobutu. Ensuite, on est entré dans le cycle, si vous voulez, de conférences nationales en Afrique, avec l'espoir qu'après l'Afrique du Sud, la RDC allait s'en sortir pour donner les gants dont l'Afrique a besoin, comme Franck Fanon l'a dit. L'Afrique a la forme du revolver et la gâchette se trouve au Congo. Malheureusement, encore une fois, des pseudo-structures se sont mises en place et il y a eu un cycle de violence sans commune mesure qui a été mise en place avec les guerres et les conflits armés dont aujourd'hui nous comptons, pour lesquels nous comptons des conséquences de l'ordre de plusieurs millions de vies fauchées. Et aujourd'hui, les Congolais parlent de plus de 6 millions de Congolais fauchés par ce cycle de guerre, ces conflits armés, le plus terrible que n'ait jamais connu l'Afrique en général, et qui n'a de commune mesure que ce qui se passe présentement dans la sous-région des Grands Lacs, où pratiquement les populations vivent vraiment une vie de pauvreté, une vie de harcèlement. Leurs droits sont violés, leurs droits sont bafoués, au point que certaines voix se sont levées pour dire non, et nous disons merci à ces acteurs comme ceux qui sont à ma droite, que je vous ai présentés, d'avoir pensé quand même à sensibiliser le monde sur la tragédie qui se vit en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ce soir, c'est un grand soir pour nous. C'est une fierté d'être là, à Saint-Denis, pour pouvoir rappeler que la denrée paix est une denrée très rare pour la République, pour les Congolais, pour la République démocratique du Congo. Alors, je pense que dans le débat, nous serons très disposés à pouvoir donner des réponses à toutes les questions d'éclaircissement que vous voudrez bien nous poser. Alors, c'est pour cela que je vais passer au chapitre des acteurs. Parmi les acteurs, des artisans de paix qui se battent chaque jour, qui sont au front en République démocratique du Congo, il y a les acteurs politiques et il y a également les acteurs non étatiques. Parmi les acteurs politiques, il faut mentionner deux acteurs, les opposants au régime actuel, qui, au fait, est un régime, est un État, est un gouvernement plutôt, qui ne veille pas aux intérêts des populations congolaises qui vivent dans cet espace, la République démocratique du Congo. Et ces acteurs de l'opposition sont brimés, harcelés, arrêtés. Et nous aurons, je pense, dans cette salle, un témoignage d'un membre d'un parti politique de l'opposition. Je l'ai vu, il m'a dit qu'il sera là, il pourra aussi témoigner. C'est le représentant de la démocratie chrétienne de l'honorable Etienne Diomi Dongala. C'est parlementaire qui a été arrêté, malmené, pour ses prises de position en faveur d'une alternance démocratique, et puisqu'il a travaillé aux côtés d'un autre opposant, Etienne Tshisekedi, Diomi Dongala n'est pas, et dans des situations difficiles, on donnera peut-être dans le débat la possibilité, la parole à M. Freddy Nkita, qui est le représentant de ce parti politique de l'opposition qui vit à Kinshasa, mais qui présentement est ici et qui a tenu à souligner
a demandé à ce que peut-être une parole lui soit accordée. Parmi ces acteurs qui se battent pour l'alternance démocratique, mais au niveau des acteurs non étatiques, des animateurs de la société civile, il y a ici des victimes. On vous l'a déjà présenté, Madame Marie-Josée Bazana, dont le mari a été pratiquement évincé, disons, enlevé, torturé, arrêté, assassiné dans les locaux, au même moment que Floribert Chebeya, dans les locaux de la police à Kinshasa. Et vous savez qu'il y a un procès, et peut-être dans le débat, on reviendra là-dessus pour vous dire où nous en sommes. Elle va aussi vous parler de la triste situation que les défenseurs des droits de l'homme vivent, ces artisans de paix, ces animateurs de la société civile. La denrée paix est une denrée rare pour les paysans, les paysannes qui aujourd'hui ne peuvent pas aller au champ, ne peuvent pas produire, ne peuvent rien faire pour promouvoir, si vous voulez, le développement dont ce pays a besoin. Aujourd'hui, c'est difficile pour les agriculteurs de s'adonner à leurs besoins au moment où pratiquement on a beaucoup si vous voulez, tous les jours il y a des conflits, il y a les groupes armés qui pratiquement violentent la population, qui pratiquement s'adonnent aux violences les plus remarquables, qui heurtent les consciences, les violences faites aux femmes, les violences politiques, les violences faites aux femmes, les violences sexuelles. Et aujourd'hui, vous savez, dans la région de Grand Lac, avec ce qui se passe à l'est du pays, les femmes, les hommes même ne savent pas se déplacer. Avec les derniers conflits, les derniers combats qu'il y a entre le mouvement du 23 mars, les M23, et les éléments de l'armée congolaise, ces combats ne permettent pas à ces populations de vaguer à leurs occupations. Et ces combats, ces conflits armés drainent avec lui d'autres situations malheureuses en termes de violation des droits de l'homme. Et pour vous donner un chiffre, voilà par exemple le 14 juillet dernier, bon, il y a eu à peu près 55 000 déplacés congolais qui se sont retrouvés en Ouganda. Avec tous ces conflits que nous qualifions de conflits et de guerres par procuration, puisqu'en fait, le problème qui préoccupe ces seigneurs de guerre, c'est ceux qui sont derrière eux pour exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, dont les industries aérospatiales, automobiles ont besoin pour fonctionner en Occident. Ces multinationales qui ont besoin de l'or, de l'étain, du cobalt, du coltan, ont pris en otage ce pays. Et si vous voyez bien, depuis l'époque coloniale, même avant, etc., le Congo n'a pas connu de paix. Il y a eu le pouvoir personnel du roi Léopold II. Il y a eu la Belgique, une colonie d'exploitation. Il y a eu des pseudo-structures avec une dictature de Mobutu. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans les cycles de violence les plus inacceptables, alors que la communauté internationale avait dit, après la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais ça. Mais malheureusement, nous constatons que c'est l'échec de toute une communauté. Et qu'aujourd'hui, des voix puissent s'élever, des personnes de bonne volonté pour accompagner le peuple congolais. Nous applaudissons. Voilà pourquoi
On va peut-être aller dans le sens où nous demanderons à la communauté française d'organiser une solidarité qui puisse effectivement nous permettre, nous Congolais, de pouvoir créer des passerelles, créer des synergies, à même de nous aider à conscientiser davantage les décideurs, afin que tous qui commettent des violations, des crimes en République démocratique du Congo et partant dans la région des Grands Lacs soient quelque part poursuivis et que la voix, le droit des victimes soit respecté. Je vais vous donner un exemple, puisque je n'aimerais pas entrer dans les détails, que les assassins de Floribert Chebeya, qui sont connus et protégés, et Bazana, qui sont connus et protégés par le régime de Kinshasa, certains de ces assassins ont séjourné sur le territoire français pendant les vacances d'été, sous une identité d'emprunt, et toutes les autorités qui étaient saisies étaient françaises, étaient incapables de pouvoir mettre la main là-dessus. Les enquêtes citoyennes de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme continuent, et nous aurons encore besoin de vous si jamais pareille chose pouvait se produire, que de nouveau des assassins puissent venir comme ça et se promener dans un territoire comme la France, dans un pays comme la France, puisqu'ils jouissent de l'impunité en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette solidarité en termes concrets, avec des actions concrètes qui puissent nous permettre de lancer aussi des messages à vos élus, à vos politiques, pour que, puisque tout ça a des conséquences sur les relations entre les peuples. Les gens qui viennent demander l'asile ici, avec des problèmes que nous connaissons, c'est puisque en Afrique, chez eux, il y a des problèmes, il y a absence de démocratie, il n'y a pas d'état de droit, etc. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire à ces niveaux. Je me tiens à votre disposition pour des questions spécifiques, d'éclaircissement. Et je vois vraiment il y a des connaisseurs de la situation à RDC dans cette salle. Et ensemble, nous allons probablement voir comment nous pouvons concrètement aller vers le renforcement, la création de ces passerelles dont la population congolaise a besoin. Et encore une fois, la population congolaise, pour elle, la paix est une denrée très rare et qui coûte très cher. Nous avons besoin de toute cette solidarité pour essayer d'espérer. Encore une fois, Catherine, et merci, et je pense que je vous remets la parole. Merci beaucoup. Je voudrais te poser une question pour que tu continues tout de suite. Et j'ai oublié de signaler en ouverture qu'il y a une exposition qui est dans le hall de la mairie, qui va rester jusqu'à mercredi, qui est une exposition qui a été mise au point par le CCFD, Comité catholique contre la faim pour le développement, qui est une organisation qui travaille et qui apporte beaucoup de soutien à des associations et à des organisations diverses, entre autres en RDC, qui sont très actifs dans la région du Kivu. Et donc il y a une exposition en bas, je remercie à nouveau le CCFD de l'avoir mise à disposition, qui présente un peu la situation générale des Grands Lacs et qui présente quelques exemples d'activités du CCFD expliquant ce que c'est le CCFD. Donc je voudrais à nouveau les remercier parce qu'ils ont vraiment été super de nous prêter cette exposition qui est magnifique. Je remercie Paul d'avoir fait une présentation un peu générale de la situation RDC, ce qui lui avait été demandé, mais il me semble que peut-être on pourrait aussi apporter quelques précisions sur le blocage de la situation actuelle par rapport aux élections présidentielles en RDC. Si tu peux d'ores et déjà un peu nous présenter le tableau de l'actualité, ce serait intéressant. L'actualité, c'est autour
des actions, des initiatives qui ont été prises dès lors qu'on a constaté qu'une crise s'était éclatée, qui au fait est une des conséquences d'autant de crises accumulées lors des dispensations historiques, des enjeux dont on n'a pas trouvé de solution et qu'il fallait pour aider les Congolais à aller de l'avant. Je peux en passant parler de la conférence nationale souveraine, du dialogue intercongolais de Sun City, dont les recommandations, les résolutions n'ont pas été appliquées, et cela a été carrément jeté dans la poubelle des oubliettes, et les cycles s'est mis en place jusqu'au moment où il y a eu des seigneurs de guerre qui ont pris le pouvoir, et dans la continuité, il y a le régime actuel avec le président Joseph Kabila et des élections qui ont été décriées et pour lesquelles certains acteurs de la communauté internationale ont dû même déployer toute une force militaire afin de contenir le peuple qui voulait manifester lors des premières élections avec l'abbé Malumalu. Il y a eu des élections du deuxième cycle avec le pasteur Mulunda, président de la commission électorale, et ces élections ont été chaotiques et beaucoup d'acteurs ont parlé de la farce, de la mascarade électorale, mais rien à y faire. Finalement, il y a ces gouvernements et beaucoup d'acteurs ont crié à la crise qui était exacerbée, à la crise politique. D'autres ont dit non, mais on se rend compte avec la reprise, si vous voulez, du conflit à l'Est, on s'est rendu compte que réellement il y a eu cette crise et des initiatives ont été prises telles que l'accord cadre d'Addis Abeba au mois de février de cette année, ainsi que la résolution 2098 du Conseil de sécurité pour permettre à tous les acteurs au niveau des Grands Lacs et certains pays voisins et les puissances occidentales de pouvoir aider la République démocratique du Congo à sortir de ses oubliés et également stabiliser la situation dans la région des Grands Lacs. Malheureusement, avec cette guerre, ces conflits par procuration, puisque derrière il y en a qui en profitent, qui veulent absolument accéder au pan de ressources naturelles, malheureusement, ces seigneurs de guerre habitués à tromper l'opinion sont en train de mettre d'autres initiatives en place, dont notamment, si vous voulez, des concertations qui ne sont pas du tout acceptées et qui vont peut-être s'avérer comme étant de pièges qui pourront nous amener encore à d'autres problèmes. Malheureusement, les dialogues dont il est question dans l'accord cadre d'Addis Abeba, ce n'est pas cette concertation nationale qui s'est faite actuellement, où pratiquement nous avons des acteurs de la société civile qui sont là-dedans. J'ai des collègues qui disent que ça ne va rien donner, nous sommes intimidés, on nous tape dessus, il y a des questions que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas aborder, etc. Et il y en a qui claquent déjà la porte, les gens de la société civile. Et ils nous ont demandé de veiller vraiment sur leur protection. Donc rien de bon ne peut sortir de ces cadres de concertation. Voilà où nous en sommes. Dans l'entretemps, il y a le consultation, si vous voulez, à Kampala, entre le mouvement le M23 et le gouvernement congolais. Pour aboutir à quoi? On nous annonce que voilà, il y aura amnistie et on va traiter les cas par cas pour récupérer ces agents de la rébellion, les agents du M23, les récupérer, les réintégrer dans l'armée. C'est dit déjà vu. Mais on se demande, mais ce n'est pas possible. On n'a pas une armée. Et on va encore prendre des inciviques, des gens qui ont violé des femmes, les gens qui ont tué, etc. Ils vont encore entrer dans l'armée républicaine, entre guillemets. Ce n'est pas possible. Donc c'est l'éternel recommencement. Mais dans l'entretemps, nous constatons que ceux qui se battent sans prendre les armes ne sont jamais écoutés.
puisqu'après l'échec de ces élections-là, les toutes dernières, les opposants ont dit il y a crise, mettons-nous autour d'une table, mais on ne leur a pas facilité la tâche. Mais tandis que ceux qui ont pris les armes, qui continuent à prendre les armes, on les écoute. C'est pour cela que je disais, les solutions qui sont trouvées pour sortir du bourbier congolais, ce sont des solutions, si vous voulez, des résolutions qui sont prises sans tenir compte de la volonté du peuple congolais. Et ce sont des décisions qui sont prises pour accorder une sorte d'échec, des sortes d'échecs en blanc à ceux-là qui ont utilisé ou qui utilisent la force pour accéder au pouvoir. Voilà où nous en sommes le lendemain de toutes ces négociations, Kampala ou Kinshasa. Ce sont des lendemains qui n'augurent pas vraiment de bons résultats. Voilà pourquoi, encore une fois, nous avons besoin de votre solidarité. Les acteurs non étatiques qui se battent au quotidien ont besoin de cette solidarité pour qu'ils continuent leur travail. Et je n'aimerais pas, comme Catherine l'a demandé, vous dire que moi-même qui me tenais ici devant vous, je suis tout le temps obligé de beaucoup d'attentats, beaucoup de menaces. Je garde encore des séquelles de ce que j'ai vécu à travers le régime Mobutu, des arrestations sous Mobutu, Kabila I, Kabila II, bon, il y a mes enfants qui étaient restés et qui étaient menacés. On a dû déployer des grandes stratégies pour les sortir de là. Et ma fille est née dans cette salle, Ange, qui est activiste de droits de l'homme, et qui vient de nous rejoindre puisqu'elle vivait en clandestinité au pays pour terminer ses études de droit qu'elle a terminées. Mais enfin, lorsqu'on a su que c'est ma fille, bon, il y avait aussi mon fils qui avait été enlevé et malmené pendant 14 jours, tout simplement pour me pousser à ne pas suivre ou parler du dossier Chebeya. Si aujourd'hui Annie Chebeya et les enfants, les orphelins sont au Canada, c'est puisqu'il y a eu des hommes de bonne volonté à qui nous avons demandé de nous aider. Ils nous ont aidés. Il y a même ici en France ces personnalités-là, etc., qui nous ont aidés. Et aujourd'hui, la famille Chebeya est réfugiée au Canada. Marie-José Bazana et ses enfants sont ici en France. Et il y a des hommes de bonne volonté, comme l'ambassadeur Jacques Mont, qui a été aux activités, qui nous a beaucoup aidés. C'est grâce à ces bonnes volontés aujourd'hui, Madame Chebeya peut, tant soit peu, continuer à veiller à l'éducation de ses enfants, Madame Bazana, et également ici en France. Alors c'est vous dire combien il est difficile pour les acteurs non étatiques et même l'opposition, y compris les journalistes. Et vous avez dans tous les rapports des organisations de droits de l'homme, la RDC est une tache noire. Mais derrière tout cela, ce sont des millions de vies fauchées. Tout simplement, derrière, il y a des multinationales qui prennent même en otage des acteurs politiques au niveau international. Aujourd'hui, pour qu'on ne dise pas demain que voilà, vraiment, la conscience humaine a trahi. Il savait, mais qu'ont-ils fait de la RDC et de ses habitants? Mesdames et messieurs, vous le savez, c'est pire. Gardons cette passerelle. Vous aurez encore plus d'informations. Mais tant qu'il y aura un seul combattant de la liberté au niveau des acteurs politiques et soutenu par nous, il y a espoir. Voilà pourquoi j'aimerais tant saluer encore une fois de plus cette initiative, puisque c'est une lueur, et mes collègues avec qui j'étais en contact ce matin m'ont dit, mais faites quelque chose, par exemple, des élus qui peuvent être alertés et prendre un dossier d'un défenseur en difficulté
et mener une politique de plaidoyer qui soit offensive pour que quelque chose se fasse pour sauver ces acteurs, ces défenseurs des droits de l'homme, ces animateurs, ces opposants politiques qui sont en difficulté. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire encore au niveau de l'actualité. Donc, Catherine, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci Paul, et avant peut-être de passer la parole à Mme Bazana, je voudrais remercier Jacques Salvatore de Berlier de nous avoir rejoints à la sortie du mariage qui vient de célébrer, et Vignonnet, première adjointe également, et peut-être passer la parole un instant à Jacques Salvatore, ce qui veut dire qu'il... D'accord, j'ai peur que l'agenda soit très chargé. D'accord. Madame Bazana, si un témoignage de ce que vous avez vécu, Bonsoir. Excusez-moi. Je remercie d'abord les élus pour cette journée qui est un mot clé, vraiment clé, qui est la paix. Vraiment, pour moi, c'est une journée très capitale et j'ai des émotions. Peut-être que je ne vais pas bien parler parce que du coup, là, j'ai vraiment des émotions et essayer de me comprendre. C'est pas facile de perdre une personne qui était chère pour vous, mais de ne pas même voir son corps jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. Floribert est fidèle. S'ils sont morts, c'est parce qu'ils défendaient les droits des personnes. Parce qu'au Congo, on sait bien, il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de droits. Aucun citoyen au Congo a le droit de vivre. Non. Comme témoignage, je pense que vous savez tous que Floribert est fidèle. Ils étaient tués dans les locaux de l'inspection générale de la police congolaise. Ils étaient partis répondre à une invitation du général John Numbi, qui on considère après le président Joseph Kabila, après lui c'est John Numbi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu un procès. C'était des mascarades, je ne peux pas dire que c'était un procès parce que le procès devait se dérouler à la haute cour militaire, mais c'était à la cour militaire de justice parce qu'il y avait des officiers. La cour militaire n'est pas habilitée de juger des officiers. Tout ça c'était pour couvrir le général en question, qui était le commanditaire. C'est lui qui avait invité Floribert et Fidèle avait accompagné comme étant membre de l'ONG d'Avant des Centres. Malgré les procès, j'ai eu des menaces avec les enfants, des appels anonymes, des textos, des visites, parce que là où on habitait, c'était étrange pour les voisins. La circulation était plus par rapport comme on était avant l'assassinat. On voyait des suspects, des voitures qui circulaient la nuit, même 1 heure, 2 heures. Et c'était grave. Même les enfants étaient très traumatisés parce qu'on venait même la nuit nous toquer et c'était grave. Quand on a dû quitter la maison là, parce qu'on était locataires, et la dame qui nous a remplacés, elle essayait de visite, soi-disant c'était moi, parce qu'on disait, et à tout moment je faisais des déclarations, je parlais, et on disait, il faut dire à la femme d'arrêter de parler. J'ai réclamé, c'est que j'ai continué toujours, et j'ai continué jusqu'à ce qu'il y aura la vérité, et je ne sais pas, je demande parce que j'ai toujours demandé qu'on me restitue le corps
même les cendres, j'aimerais bien enterrer. On a fait appel, après les verdicts, on a fait appel à la haute militaire. Et on a commencé, maintenant la haute militaire nous dit il est incompétent de juger l'affaire. Il a fait appel à la Cour suprême de justice. Et depuis là, donc le procès s'est arrêté là, il n'y a plus rien. On attend. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas la paix. Vraiment, j'acclame cette initiative-là des élus sur la paix. Et j'ai fait aussi appel à vous qui êtes ici, de faire des analyses sur la paix. Ça nous interpelle tous. Et ça nous interpelle. On dit l'union fait la force. L'union fait la force. C'est la raison pour laquelle vous êtes aussi venus ici, parce que vous avez cet amour-là. C'est le Congo. Vous avez cet amour-là, même vous êtes de nationalités différentes, mais vous êtes là parce que c'est le Congo. Il y a un mot clé qui est la paix. Derrière la paix, il y a l'amour. Et cet amour-là, c'est ce que je suis en train de vous demander. Je ne sais pas quoi dire parce que excusez-moi, merci Marie-Josée, mais on vous redonnera la parole. Je crois que effectivement ce que vous venez de dire, je vais évoquer ce qui est au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Je crois que effectivement, pour nous, c'est important la fraternité. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dit les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous, à la Ligue des droits de l'homme, on a aussi fait une affiche disant les étrangers aussi naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et c'est vrai que je crois que c'est le combat des gens qui sont tous dans cette salle. Ce qu'on veut, c'est la liberté, la fraternité, l'égalité pour tous et qu'on puisse tous vivre en paix. Je passe la parole à M. Salvator, et après on pourra passer la parole à la salle. Quelques mots simples pour saluer cette initiative et vous accueillir au nom de la municipalité, mais Christine et Dario ont déjà dû le faire avant moi. Vous dire que la situation au Congo nous préoccupe depuis le début de la mandature. On a essayé, avec des droits de l'homme, avec d'autres associations, d'essayer d'une part de voir clair dans la situation, d'essayer d'intervenir comme nous pensions pouvoir le faire. On a eu des liens directs avec l'entourage d'une personnalité congolaise, Diomi Nogala. On est intervenu auprès du président de la République lorsqu'il était au Congo. Je crois qu'on a été pour quelque chose dans sa libération provisoire, parce qu'on a été de nouveau retourné en prison sous couvert de fausses accusations. C'est scandaleux. On est en rapport avec sa compagne, qui est d'origine italienne, je crois. Oui. Les autorités ecclésiastiques romaines ont pris même parvenir à un résultat. La difficulté pour une ville comme la nôtre par rapport à la situation au Congo, c'est de choisir un angle d'attaque, entre guillemets, et de soutien. On a vite été un peu découragé dans l'engagement pour aller vers une coopération décentralisée avec une ville ou un village du Congo. Quelle région choisir? On a eu des liens avec Kisangani, on en a eu avec Lubumbashi, on en a eu avec avec Kolbezi, oui. On en a eu également avec des villages périphériques de Kinshasa. Ça n'a pas abouti pour des raisons multiples, une vraie difficulté de tisser des liens avec les Congolais originaires de ces régions, de les maintenir. Et nous sommes très preneurs de
ces coopérations bilatérales entre villes, parce que c'est le seul moyen d'action que nous avons pour agir et connaître. Je reviens il y a quelques minutes d'une conférence que nous donnions avec le maire de Bet Jalla en Palestine, qui était à mes côtés à Paris vous l'avez rencontré, je crois, le docteur Naël Salman, et nous évoquions ce que nous faisions au Bervilliers et Bet Jalla en Palestine, comment nous organisons chaque année un festival culturel qui devient de plus en plus important dans la région et qui risque de devenir le festival d'Avignon du Proche-Orient, avec ce que ça signifie comme subversion par le monde. Il faudrait qu'on arrive à trouver. Pendant un moment, on était très ému de la situation au Kivu et sur les femmes. On est un peu désarmé parce qu'on a la conviction, et Dario nous le dit souvent, et nos amis Lunga et d'autres, c'est le plus grand génocide qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, en termes de nombre de morts, d'enfants, de femmes. Et l'opinion internationale est très émue lorsqu'il y a quelques centaines de morts ici, là, mais c'est déjà bien qu'ils soient émus par ça. Mais c'est le même drame que dans les grands lacs. On arrive à la même situation que ce qui a été masqué au Rwanda. Et on est démunis. On ne sent pas, on ne distingue pas les possibilités d'agir. Et on compte beaucoup sur vous pour nous aider. Parce que agir comment? Vers qui? Avec quel relais? Dans quelle direction? Avec quel partenaire? On a l'impression devant un problème qu'on ne sait pas appréhender. Et pourtant, on a quelques habitudes, on a des contacts, et je remercie la Ligue des droits de l'homme d'avoir pris cette initiative pour nous aider par le bout des droits de l'homme, tirer ce fil qui peut-être nous amènera à trouver une action cohérente et forte dans notre direction, à l'image de ce que nous sommes pour nos amis palestiniens, nos amis mauritaniens, nos amis chinois même, puisque les droits de l'homme sont malmenés en Chine également, et qu'on a eu l'occasion d'y intervenir également, mais on avait des amis sur place, on avait des relais, on a pu agir. Voilà, on souhaite que vous aidiez à agir. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions dès maintenant? Je voulais réagir à une remarque que faisait Paul tout à l'heure sur le fait que des personnes qui sont auteurs de crimes de guerre puissent venir impunément en France. À l'époque où j'étais secrétaire général à l'FIH, on a vu le souci avec des Mauritaniens, donc c'était la spécialité de venir sous fausse identité. Et donc quand on portait des plaintes et qu'on demandait aux autorités françaises d'arrêter certaines personnes qui étaient auteurs de torture, par exemple sur des résidents, des Mauritaniens qui vivaient en France, à chaque fois on nous répondait nous ne connaissons pas cette personne, parce qu'effectivement ils étaient avec des faux papiers. On avait quand même réussi au bout de quelques années à obtenir l'arrestation d'un capitaine de l'armée mauritanienne, mais la justice française, il était un peu soutenu par certains militaires français. Donc il avait été mis en liberté, il était supposé venir pointer à la gendarmerie du côté de Béziers ou de Montpellier, je ne sais plus, régulièrement. Et bien sûr, il s'est barré. Il est parti via l'Espagne, il a échappé. Mais par contre, pour la première fois, on avait obtenu quelque chose, puisqu'il a été condamné à 10 ans de prison par contumace. Et ça avait donné une chose qui nous avait fait rire après, parce que à la FIDH et à la Ligue des droits de l'homme, on recevait des appels téléphoniques d'un certain nombre d'ambassades chaque fois qu'il y avait un sommet de la francophonie, et nous demandaient si on avait l'intention d'arrêter telle ou telle personne. Donc c'était assez... ça avait un côté cocasse, quoi, parce qu'eux-mêmes savaient qu'ils avaient dans leur délégation des auteurs de crimes graves, et nous demandaient si on avait prévu quelque chose. Donc on leur disait qu'on était pas au courant, et régulièrement on préparait des dossiers. D'autre part, par rapport à ce que tu dis sur la justice en France, je voudrais signaler qu'en avril 2014, on va commémorer le 20e anniversaire du génocide au Rwanda, et que ça fait 20 ans que des génocidaires vivent impunément en France,
que la Ligue des droits de l'homme et la FIDH, avec des organisations rwandaises, ont porté des plaintes, avec des victimes, des familles de victimes qui vivent en France, ont porté des plaintes ici, sans que ça aboutisse à quoi que ce soit, sauf que, effectivement, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, ça y est, ça bouge enfin, mais celui qu'il faut attendre 20 ans pour que des personnes qui ont commis des crimes graves puissent être au moins mis en examen. Il y a un médecin rwandais là, qui a été mis en examen il y a 3 jours, 4 jours. Oui, il y a 3 jours. Et c'est un monsieur qui a commis un certain nombre de crimes et qui vivait impunément en France. Il y a un prêtre qui vit ici depuis la fin du génocide, qui était quelqu'un qui donnait des gens aux miliciens, des gens qui s'étaient réfugiés dans son église et qui les donnait aux miliciens pour qu'ils soient massacrés. Alors qu'à côté de ça, il y a des pays où il y a eu des procès. La Belgique a condamné un certain nombre d'auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont des religieuses qui avaient donné des bébés et des gens aux miliciens et tout. Le Canada a condamné les gens, la Suisse a condamné les gens, les États-Unis ont condamné les auteurs de crimes, et la France, pour l'instant, restait un petit peu. Alors peut-être est-ce lié au rôle de la France dans le génocide. J'avoue que c'est un sujet pour moi qui est extrêmement sensible parce qu'à l'époque j'étais déjà à la FIDH, c'est moi qui ai coordonné l'enquête de la FIDH avec Human Rights Watch sur le génocide au Rwanda. Donc, je reconnais que c'est quelque chose qui a marqué ma vie. J'ai perdu beaucoup d'amis pendant le génocide et également après le génocide. Parce que la situation au Rwanda, le Rwanda est un pays qui se développe, mais ça me fait parfois penser à Ben Ali et à la Tunisie. Il ne faut pas qu'il y ait une tête qui bouge. Et une des dernières organisations, par exemple, indépendantes au Rwanda est passée maintenant sous contrôle, puisque, comme pour les autres, comme ça s'était passé pour les autres organisations, il y a eu une invasion de l'Assemblée générale de cette organisation. Du coup, ceux qui ont pris le contrôle. Donc ils vont continuer, ils vont faire de l'éducation au droit, ça, il n'y a pas de souci. Mais de l'enquête sur la situation, la dénonciation des violations, ça va être très très difficile. Voilà. Donc je voudrais faire maintenant passer la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un, monsieur, oui, vous vous présentez, vous êtes... Je suis pour l'instant ici à Paris. Je remercie beaucoup M. Paul Sako pour son intervention. Je crois qu'il a évoqué plusieurs sujets. Je vais profiter aussi pour remercier le maire de la Jacques. Vous savez, l'année passée, quand M. Diony a été détenu pendant presque 100 jours au secret, le maire d'Aubervilliers, pour votre information, a beaucoup pesé, pour que Diony Longala soit libéré. Donc nous sommes très très reconnaissants et je crois qu'on est en train de mettre des marches. D'ici là, si M. Kabila a autorisé Diony Longala de venir ici en France pour des soins appropriés, parce qu'il est toujours en prison, il peut passer ici à la mairie, comme il a toujours souligné, pour remercier personnellement M. le maire, donc Jacques. Quant à ce qui nous concerne, nous vivons dans une insécurité totale de propos. On ne sait pas fonctionner normalement comme parti politique de l'opposition. Vous savez que depuis les élections du 28 novembre 2011, nous personnellement dans la démocratie chrétienne, en accord avec l'IDPS, nous avons mis en place une plateforme de soutien au président élu, Etienne Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est la majorité présidentielle populaire. Pourquoi nous avons dit nous sommes majoritaires au Parlement? Ce n'est pas le Parlement mécanique que M. Kabila a mis en place, d'ailleurs qu'on n'a jamais répondu. Et depuis donc, le lancement de la plateforme politique, on a commencé à connaître les déboires. Moi-même aujourd'hui, étant que secrétaire général de notre parti, je ne sais pas fonctionner, donc je ne peux pas mettre mes pieds dans mon bureau, parce que mon bureau, depuis le 27 juin 2012, a été saccagé, pillé systématiquement par des policiers de M. Kabila. Donc le jour que M. Diony Longala a été enlevé par
la police politique de M. Kabila. Et il a été libéré le 12 octobre, donc 2 jours avant l'arrivée du président Hollande à Kinshasa. Il a été libéré, c'était fait exprès, mais après, on a continué un peu à dénoncer parce que nous menons un combat d'idées. Nous ne sommes pas un mouvement armé, nous menons un combat d'idées, nous dénonçons, nous disons clairement les choses telles qu'elles sont. Et le 8 avril de cette année, donc d'abord le 18 janvier, notre attaché de presse a été enlevé chez lui à 2h du matin, chez lui à la maison. Il y a aussi notre responsable de la jeunesse qui est enlevé le 18 janvier chez lui à la maison aussi, à 2h du matin, avec sa maman. Et ils étaient tous les trois détenus au secret pendant 1 mois et demi à l'ANR de Gersil, là où était détenu aussi Eugène Mnongala l'année passée. Bon, comme on connaît leur mode opératoire, moi-même je suis monté au créneau, j'ai dosé ça à la presse, je suis passé d'ailleurs sur France 24, RFI, TV5 où j'ai dénoncé. Quand les agents de l'ANR ont compris que nous étions déjà au pouvoir de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer à la télévision nationale pour dire que non, ils sont dans un complot pour tenter à la vie de M. Kabila et de son Premier ministre. Et c'est Dieu Mnongala qui y en est le financier, le maire de fonds. Le 8 avril, comme vous l'avez appris, Dieu Mnongala a été encore une fois enlevé à 22h, donc dans son hôtel particulier. Il était d'ailleurs avec des visiteurs à Bunga Kinshasa. Et quand on a commencé à faire le bruit pour connaître l'endroit où il était détenu exactement, avec son garde-corps bien sûr, ce n'est que le 9 avril, vers 11h, que cet enlèvement a été officialisé par un mandat d'amener, antidaté, donc depuis le mois de janvier. Or, Dieu Mnongala a toujours été à Kinshasa, il est là, il est un père de famille, il continue à mener ses activités politiques comme tout opposant congolais. Et moi-même, le 11 avril de cette année, j'ai été convoqué au téléphone par le procureur général de la République. On m'a convoqué, j'ai subi un interrogatoire musclé. J'ai failli d'ailleurs être arrêté sur place parce qu'il ne fallait pas que je parle, il fallait que je me taise, sinon ils vont me faire aussi comme ils ont fait à mon président du tribunal. Heureusement que j'avais informé la MONUSCO et quelques chancelleries qui m'ont accompagné, donc ils étaient obligés de me laisser partir. Et le 26 avril de cette année aussi, j'ai failli à un enlèvement. Heureusement que j'avais eu la présence d'esprit de me rendre à l'ambassade de France. Et j'ai fait semblant de me rendre là-bas. J'ai rencontré Mme Laurence, la première secrétaire de l'ambassade. On a discuté. Quand ils m'ont vu entrer dans l'ambassade, ils m'ont laissé partir. Donc mon chauffeur a été arrêté parce qu'il fallait préserver le chauffeur pour qu'ils disent des choses, mais malheureusement, comme ils sont rodés, il n'a pas pu dire exactement ce que ces gens-là voulaient. Donc nous vivons dans une insécurité. À part ça, il y a quelques militants des droits de l'homme, notamment l'Azado, la Cage, qui continuent, parce que ce sont des gens qui ont pris position pour dénoncer un peu tout ce que nous vivons. Et la police politique de M. Kabila est toujours derrière eux pour les traquer. Il y a aussi notre avocat du parti, Maître Yalatou, qui est d'ailleurs ici à Paris depuis le mardi passé. Il a un mandat d'amener, pardon. Donc il est ici à Paris, donc il va rentrer, je crois, le 5 octobre. Donc nous vivons dans une sécurité totale. Dieu Mnongala a été accusé pour la première fois pour une histoire de viol imaginaire. Bon, quand les services ont compris qu'on avait démantelé les réseaux, avec la publicité du bureau de renseignement de la MONUSCO qui nous avait beaucoup aidé, nous sommes arrivés même à découvrir la maison qui louait les 2 filles soi-disant mineures qui sont des prostituées en réalité, parce que ce sont des filles des trottoirs. On a découvert, et qui ne sont pas non plus des filles sœurs, on a découvert les 2 parents, donc les 2 filles, et on a aussi pris les dossiers judiciaires de ce soi-disant père, entre guillemets, parce que c'est un monsieur qui vit dans l'escroquerie dans la ville de Kinshasa. Donc on les appelle des femmes, donc des gens qui fabriquent de la fausse monnaie à Kinshasa, et ils sont dans un réseau qu'on appelle les enfants des Kanyama. Donc Kanyama, c'est le colonel aujourd'hui le gouverneur général, c'est un monsieur qui sème la désolation de la ville de Kinshasa, et Kabila l'utilise pour de simples raisons. Donc, à
À Kinshasa, si vous allez voir qu'il y a un réseau des enfants de riz qu'on appelle les Kuluna, et c'est ce général-là aujourd'hui, Kanyama, qui contrôle ces enfants-là, qui étaient utilisés d'ailleurs pendant les élections. Donc c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. André Kimbunda, qui, avec quelques députés du PPRD, qui avait créé les Kuluna, hein, qui étaient armés à l'époque des machettes, tout ça. Maintenant, ces jeunes enfants-là sont aujourd'hui, je crois que cette initiative-là est vraiment louable pour nous, et nous remercions beaucoup le maire, M. Jacques, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue de faire pour nous, et Paul Sapo aussi, avec tous les autres. Merci. Bonjour à tous. Je suis M. René Kaokola. Je suis défenseur des droits de l'homme, originaire du Sud Kivu. Je suis président de l'association dénommée Action pour le développement des paysans déshérités. J'ai vécu l'horreur ayant été arrêté par les services de Kabila en collaboration avec les agents de sécurité du gouvernement burundais. J'étais arrêté pendant 5 mois dans des cachots à Bujumbura, à Uvira, à Goma et puis après à Kinshasa, à la Pire, police d'intervention rapide, où j'ai été exfiltré grâce à l'intervention des amis et qui m'ont évacué jusque sur Brazzaville. Et de Brazzaville, la Fédération internationale des droits de l'homme a fait des gros efforts pour que j'arrive ici à Paris. En fait, c'est le 1er juin 2012, le jour de mon arrestation à Bujumbura, avec deux autres compatriotes, notamment M. Mbonekoube, le docteur professeur Mbonekoube, qui est président des partis politiques d'opposition, et un pasteur ZD. Ils sont tous deux signataires des accords de Goma. Ils sont dans l'opposition. Nous avons été arrêtés et on nous a extradés par force en RDC. Or, c'est des amis et ils étaient demandeurs d'asile au Burundi. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est intervenu, mais ils n'ont pas compris. On les a fait traverser par force. On nous a fait traverser par force la frontière jusqu'à Uvira, où nous étions détenus pendant des jours. Les jours même qu'ils devraient nous assassiner, heureusement, un policier qui nous gardait, il nous a donné un téléphone en secret la nuit, et c'est là que j'ai appelé Jean-Marie Mutombo, qui est ici de la Fédération de la Ligue des électeurs. J'ai appelé Madame Betty, qui est ici aussi, que je n'ai pas eu au téléphone, j'ai juste pressé le message sur le répondeur. Et du coup, Jean-Marie Mutombo a alerté la Fédération internationale des droits de l'homme le même jour, et ils ont fait un appel urgent, et c'est grâce à cet appel urgent qui a été initié par Paul et Jean-Marie que j'ai eu la vie sauve. Parce qu'on devrait nous assassiner les 3 jours qui suivent, mais lorsque l'appel urgent a circulé partout au monde, ils ne sont plus passés à l'heure sans raison. Alors, ils nous ont déplacés d'Uvira, c'est parce qu'on sait très bien la géographie du Congo. Uvira, c'est au sud Kivu, au bord du lac Tanganyika, et ils m'ont conduit à Bukavu. Ils m'ont détenu au cachot d'Amanleo pendant 2 mois. J'avais droit à rien, pas de visite. On se nourrissait peut-être 2 grains d'haricots par jour. Des fois, on n'en trouvait pas. Après, lorsqu'il y a une forte pression de la communauté internationale, Caritas, FIDH, Human Rights et d'autres organisations des droits de l'homme, ils nous ont déplacés des Bukavu
vers Goma. À Goma, on a fait 2 semaines, et c'est à ce moment-là que le M23 menaçait à prendre la ville de Goma. On parlait chaque jour, quand nous étions croyants, on se disait, mais si le M23 prenait la ville de Goma, alors que nous sommes ici, il risque de nous exécuter et mettre ça sur les soldes soit de la force gouvernementale ou soit du M23. Dieu merci, 3 semaines après, on nous a évacués vers Kinshasa, et à Kinshasa, on nous a séparés du cachot. Moi, on m'a laissé à la PIR, police d'intervention rapide à Kikwasa. Les amis sont restés dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement à l'ANR. Alors, il y a eu de fortes pressions. François Hollande est arrivé à Kinshasa. Maître Loum, qui est représentant de la Ligue des électeurs à Kinshasa, est quand même arrivé à me rendre visite. L'ambassadeur de France aussi à Kinshasa est arrivé. Ils ont fait une forte pression pour qu'il soit libéré, mais les pouvoirs étaient très insensibles. Il semblerait, et c'est vrai que le gouvernement français est intervenu, ils ont mis un dossier à Kabila, et Kabila n'a pas cédé, parce qu'il ne cède pas facilement. Et donc, au mois de novembre, alors un commando d'ami est venu m'exfiltrer dans les cachots de l'ANF, de la PIR, vers Brazzaville. Et ça, c'est le 14 octobre. Et donc, voilà, c'est une longue histoire. J'ai vécu l'horreur de torture physique, torture morale, torture psychologique, tout simplement parce que je suis défenseur des droits de l'homme. J'ai dénoncé les graves violations des droits de l'homme au niveau du Sud Kivu. J'étais dans la délégation des gens qui sont allés faire un lobby en faveur de Floribert Chebeya et Bazana au ministère des Affaires étrangères ici à Paris. Les pouvoirs de Kinshasa étaient au courant de toutes ces activités. Entre parenthèses, Chebeya m'a sauvé la vie à 2 reprises, parce que c'est pas seulement en 2012 que j'étais arrêté. J'étais aussi arrêté en 1998 à Kinshasa, et c'est Chebeya qui m'a sauvé la vie. Floribert, que je connaissais physiquement. Donc je ne pouvais pas ne pas faire partie du lobby pour défendre cette grande personnalité. Voilà un peu en résumé ce que j'ai vécu. Je remercie beaucoup les organisations des droits de l'homme, particulièrement Paul, Jean-Marie Mutombo, Madame Betty, et tous les Congolais de l'extérieur qui ont fait un lobby pour que je sorte de ce cachot, pas par la volonté de Kabila, mais par la force des amis. Les amis sont toujours là. Ils sont aujourd'hui à Ndolo, à la prison d'Ndolo. Ils ont été transférés. Et les motifs de notre arrestation, ce n'était rien d'autre qu'ils nous ont accusés de préparer un coup d'État contre le pouvoir de Kabila. On se dit, mais s'il faut préparer un coup d'État, il faut le préparer au Burundi, à plus de 2000 km de Kinshasa. Voilà un peu les raisons que montrent les pouvoirs juste pour torturer, pour tuer, pour faire disparaître les gens, les faiseurs d'opinion, les responsables des organisations des droits de l'homme, les présidents de partis politiques. Bref, je suis en vie et je remercie cette municipalité pour nous avoir donné ce cadre pour témoigner sur la question des violations des droits de l'homme. La paix, comme Paul l'a indiqué, est une denrée rare au Congo. C'est chaque jour que les femmes sont violées, surtout à l'Est. C'est chaque jour qu'il y a des meurtres. Les filles et les femmes
comme on a cessé de le dire, sont devenus une arme de guerre en République démocratique du Congo. Les enfants issus des viols qui n'ont plus d'assises, qui n'ont plus de référence au pays, ils sont nombreux. Hormis les 6 millions de morts, je pense qu'il y en a plus parce que c'est chaque jour qu'il y a des meurtres au sud et au vu de la communauté internationale. La MONUSCO est là, mais ils sont impuissants. Même quand j'étais arrêté, ils étaient des organisations des droits de l'homme, la FIDH, mais la MONUSCO, ils passaient, ils regardaient, ils recevaient des plaintes, mais c'est comme si tu dirais qu'ils n'ont pas envie que le conflit en République démocratique du Congo se termine un jour. Non seulement la MONUSCO, mais aussi nous prenons du doigt certaines multinationales qui vivent au détriment du conflit en République démocratique du Congo et qui favorisent l'exploitation illicite de nos richesses, des minerais rares qui n'existent nulle part, sauf